Bonjour, notre cours d'aujourd'hui est sur la pharmacocinétique qualitative. Nos objectifs sont au nombre de 3. Le premier consiste à définir les différentes étapes par lesquelles passe le médicament dans l'organisme. Le deuxième est d'expliquer le mécanisme de chaque phase. Le dernier est d'employer les connaissances acquises dans la compréhension de la variabilité intra- et inter-individuelle entre les patients quant à leur réponse à un médicament. Le plan de ce cours se compose de quelques généralités qui seront suivies par le traitement de chaque étape que le médicament subira depuis son administration, à savoir l'absorption, la distribution, le métabolisme, jusqu'à son élimination. Le contenu de ce cours sera réparti en 2 capsules. Dans la première capsule, je vais traiter l'absorption et la distribution, et dans la seconde, le métabolisme et l'élimination. On a vu dans notre précédent cours comment on administre le médicament et comment se fait la libération de son principe actif. Aujourd'hui, on va voir comment la concentration de ce principe actif varie en fonction du temps durant toute la période du séjour du médicament dans l'organisme, et la science qui étudie la variation de la concentration du médicament depuis son administration jusqu'à son élimination n'est autre que la pharmacocinétique. Quant à la pharmacodynamie, elle consiste à étudier la relation entre la dose administrée et le ou les effets pharmacologiques obtenus. Ici, vous avez un schéma qui résume toutes les étapes par lesquelles passe le médicament depuis son administration jusqu'à son élimination. On va commencer par la première étape du devenir du médicament dans l'organisme, c'est-à-dire l'absorption. On définit l'absorption comme étant l'ensemble des phénomènes qui permettent au médicament de traverser les différentes membranes qui séparent le lieu d'administration de la circulation générale sanguine ou lymphatique. Ce que vous connaissez le plus est l'absorption digestive, puisqu'on l'utilise de façon quotidienne, c'est-à-dire la voie orale. Il faut dire que celle-ci peut se faire à tous les niveaux du tube digestif, à savoir la bouche, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Les différentes modalités de ce phénomène d'absorption sont les suivantes. Il y a la diffusion passive à travers la bicouche lipidique, la diffusion à travers les pores aqueux ou la filtration, le transport actif via les transporteurs membranaires et finalement la pinocytose. On commence tout d'abord par la diffusion passive. Cette modalité d'absorption est la plus fréquente et elle n'utilise pas d'énergie puisqu'il se fait dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, et il n'est pas spécifique. Avec la diffusion passive, il n'y a ni compétition ni saturation. Elle est surtout utilisée pour les médicaments apolaires et sous forme moléculaire. Pour ce qui est du franchissement des membranes par transport actif, il se fait au moyen d'un transporteur et contre un gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ce phénomène est saturable et il est spécifique. En plus, il demande beaucoup d'énergie et il est sujet à beaucoup de compétition entre les molécules. Pour le troisième moyen d'absorption, c'est la diffusion facilitée. Il se fait au moyen de transporteurs, mais il se distingue du transport actif par le fait qu'il ne s'effectue pas contre gradient de concentration, donc il ne consomme pas d'énergie. À la fin, on va voir la filtration. Elle concerne les petites molécules et il se déroule généralement au niveau du système porte qui traverse la membrane de part et d'autre. Pour profiter de ce moyen d'absorption, les molécules doivent être
hydrosolubles. L'absorption est soumise à plusieurs facteurs, parmi lesquels il y a les facteurs qui sont liés aux médicaments et d'autres aux patients. Pour ce qui est des facteurs qui sont liés aux médicaments, il y a tout d'abord la forme galénique qui détermine la vitesse de dissolution du médicament. D'ailleurs, on l'a vu dans notre précédent cours avec la voie orale quand nous avons traité le passage de la forme solide à la forme moléculaire. Toujours en rapport avec les facteurs liés aux médicaments, il y a l'influence de la taille des particules du médicament une fois après sa dissolution. En effet, les petites molécules sous forme libre seront mieux absorbées que les grosses molécules ou les petites molécules quand ils se lient aux protéines plasmatiques, par exemple. Et comme dernier facteur lié au médicament, nous avons les propriétés physico-chimiques de celui-ci. Parmi ces propriétés physico-chimiques, nous avons le pH et l'ionisation de la molécule, nous avons le pKa du médicament et en dernier lieu, nous avons le coefficient de partage huile-eau. Nous allons revenir sur chacun de ces paramètres pour que vous compreniez l'importance de tout à chacun. Alors, avec le pH et l'ionisation de la molécule, il faut savoir que le médicament est une substance chimique dont la formule est composée de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène et autres. Il peut être un acide faible ou une base faible avec des fonctions ionisables dans l'eau. Donc, en milieu aqueux, après la phase de dissolution, le médicament peut se trouver sous forme non ionisée ou ionisée, sans oublier qu'il y a toujours un équilibre entre la forme ionisée et la forme non ionisée. Cet équilibre est en fonction du pH du milieu dans lequel se trouve le médicament et le pKa de celui-ci. À titre de rappel, le pKa est la valeur du pH pour laquelle le quotient d'ionisation est égal à 1. Donc le pKa est le rapport de la forme ionisée sur la forme non ionisée. Et tant que nous sommes dans les rappels, le quotient d'ionisation est le rapport entre la fraction ionisée et la fraction non ionisée. Alors revenons à cette ionisation de la forme moléculaire du médicament. En fonction du pH et du milieu, en fonction du pH du milieu et de son pKa. Rappelez-vous que nous avons déjà mentionné que le médicament peut être un acide faible ou une base faible. Alors, si le médicament est un acide faible et s'il est dans un milieu dont le pH est inférieur à son pKa, le médicament se trouvera essentiellement sous la forme non ionisée et inversement. Par contre, s'il est une base faible, il est dans un milieu dont le pH est supérieur à son pKa et se trouvera sous forme non ionisée et inversement. Généralement, pour qu'il y ait une diffusion passive à travers les membranes, le médicament doit être sous forme non ionisée. Maintenant, on va voir la dernière propriété physico-chimique du médicament qui intervient dans son absorption. C'est son coefficient de partage huile-eau. Ce coefficient est déterminé en mesurant la répartition du médicament entre l'octanol et l'eau. Il détermine la liposolubilité de la molécule. Plus une substance est lipophile avec un coefficient élevé, mieux il diffuse dans les milieux organiques de l'organisme, c'est-à-dire les membranes. Donc, en conclusion, on peut dire qu'un médicament sous forme non ionisée et lipophile diffusera facilement à travers les membranes biologiques. Et à l'inverse, une molécule ionisée, donc chargée et polaire, ne diffusera pas à travers les membranes biologiques. Maintenant, nous allons voir les facteurs qui sont liés aux patients et qui peuvent influencer l'absorption d'un médicament. Tout d'abord, l'effet de l'alimentation sur le pH digestif, sur la vitesse de vidange gastrique et sur la motilité intestinale. En effet, l'arrivée du bol alimentaire dans la cavité gastrique augmente le pH gastrique, modifiant ainsi l'état d'ionisation et ou la solubilisation des principes actifs.
ce qui aura pour effet de diminuer d'une part l'absorption des acides faibles, par exemple l'acide acétylsalicylique, et d'autre part, de favoriser celle des bases faibles, par exemple les amphétamines. Au fait, le bol alimentaire ralentit la vidange gastrique et retarde l'absorption intestinale des médicaments. Et l'arrivée d'une grande quantité d'aliments dans l'intestin grêle ralentit le péristaltisme intestinal et favorise ainsi la dissolution de certains principes actifs. En même temps, il stimule la sécrétion biliaire, ce qui va permettre d'augmenter la biodisponibilité de certains médicaments liposolubles. À l'inverse, la formation de chélates, comme c'est le cas avec les tétracyclines, entre plutôt les tétracyclines et le calcium ou le fer, elle diminue son absorption et sa biodisponibilité de près de 50%. Mais globalement, les aliments retardent l'accès des principes actifs à leur site d'absorption. Elles limitent d'une part l'absorption passive des médicaments et constituent un effet barrière pour eux, et d'autre part l'absorption active de certains médicaments tels que la L-Dopa en entrant en compétition avec ceux-ci au niveau de son système de transport. Par ailleurs, la composition des repas peut aussi influencer l'absorption des médicaments. En effet, les aliments chauds, qu'ils soient solides ou liquides, acides, épais ou visqueux, riches en lipides ou en protéines, ou à forte teneur en sodium ou en saccharose, ils retardent la vidange gastrique. Quant aux lipides, ils diminuent la sécrétion d'acide gastrique. Par contre, les protéines augmentent la sécrétion d'acide gastrique et l'absorption de certains principes actifs comme le pranolol, et cela en augmentant le flux sanguin splanchnique. Un autre facteur lié au patient pourra influencer l'absorption, c'est l'âge de celui-ci. Au fait, l'absorption des médicaments est différente qu'il s'agit d'un enfant ou d'un adulte, et même chez l'enfant, elle est différente selon l'âge de l'enfant, s'il s'agit d'un nouveau-né, d'un nourrisson ou d'un enfant. Il y a aussi les pathologies associées, qu'ils soient digestifs ou cardiaques ou autres, qui peuvent aussi influencer l'absorption des médicaments. Et en dernier lieu, nous citons la susceptibilité génétique, et plus précisément le polymorphisme génétique des protéines assurant le transport actif des médicaments. Vous comprenez très bien que l'existence de tous ces facteurs qui influencent l'absorption est à l'origine d'une variabilité intra- et inter-individuelle. Maintenant, on va voir cette notion d'effet du premier passage hépatique que nous avons brièvement abordé lors de notre dernière séance. Au fait, cet effet est défini comme étant le processus par lequel le médicament absorbé par voie orale subit une métabolisation et ou une élimination plus ou moins importante à l'occasion de son passage dans le foie précédant son arrivée dans la circulation générale. L'effet du premier passage hépatique peut conduire à une perte importante du médicament et entraîner même une diminution de son effet thérapeutique. Il est surtout marqué pour les médicaments liposolubles. Il est saturable et soumis à des variations interindividuelles importantes. Les conséquences de ce premier passage hépatique sont généralement la diminution de la biodisponibilité. Généralement, les posologies utilisées en thérapeutique en tiennent compte. Le terme de biodisponibilité, on le verra ensemble la semaine prochaine. Maintenant, on va voir la deuxième étape par laquelle passe un médicament une fois absorbé et une fois dans la circulation sanguine, c'est-à-dire sa distribution dans les tissus. La vitesse de pénétration d'un médicament dans un tissu dépend premièrement du débit sanguin irriguant le tissu, deuxièmement du volume tissulaire et troisièmement de la répartition du médicament entre le sang et les tissus. Et si vous avez une répartition des tissus en fonction de leur vascularisation, nous avons les tissus richement vascularisés comme par exemple le cœur, puis après les tissus moyennement vascularisés comme par exemple la peau, ensuite les tissus peu vascularisés comme c'est le cas de la moelle, et à la fin les tissus très peu vascularisés comme par exemple les os et les dents. Dans les régions qui sont riches en vascularisation,
l'équilibre de distribution entre le sang et les tissus s'établit plus rapidement. Lorsque cet équilibre est atteint, les concentrations du médicament dans les tissus et les liquides extracellulaires sont représentées par la concentration plasmatique. Ensuite, une fois que le médicament a pénétré dans les tissus, la diffusion des médicaments dans les liquides interstitiels est principalement déterminée par la perfusion sanguine. Dans le cas des tissus faiblement irrigués, la diffusion est très lente, en particulier si le tissu a une grande affinité pour le médicament. Mais en général, on peut dire que la distribution est inégale compte tenu du fait des différences en termes de débit sanguin irriguant les tissus, de fixation au tissu, du pH local et de la perméabilité des membranes cellulaires. Il y a un autre facteur qui intervient dans l'importance de la diffusion des médicaments dans les tissus, c'est la liaison aux protéines plasmatiques et aux constituants tissulaires. Dans la circulation sanguine, les médicaments sont transportés en partie en solution sous forme libre, donc non liée, et en partie sous forme liée aux protéines plasmatiques. Cette liaison est réversible. De nombreuses protéines plasmatiques peuvent interagir avec les médicaments et les plus importantes d'entre elles sont l'albumine, l'alpha-1-glycoprotéine acide et les lipoprotéines. Les médicaments acides sont généralement fortement liés à l'albumine, tandis que les médicaments basiques se lient davantage à l'alpha-1-glycoprotéine acide et ou aux lipoprotéines. Mais il faut savoir que seul le médicament libre est disponible pour diffuser passivement jusqu'au site extravasculaire ou tissulaire où il pourra exercer son ou ses effets pharmacologiques. Par conséquent, la concentration du médicament libre dans la circulation systémique reflète généralement la concentration du médicament au niveau du site d'action et de son efficacité. Une autre notion qu'il faudrait ajouter dans ce chapitre de distribution est l'existence de barrières dont la structure anatomique est différente des membranes et que le médicament devra franchir pour arriver à son site d'action. Par exemple, les médicaments rejoignent le système nerveux central à travers les capillaires cérébraux et les liquides céphalo-rachidiens. Bien que le cerveau soit irrigué par environ 1/6 du débit cardiaque, la pénétration des médicaments est restreinte en raison de la présence de la barrière hémato-encéphalique. Mais avec le vieillissement, la barrière hémato-encéphalique peut devenir moins efficace, permettant ainsi une augmentation du passage des composés dans le cerveau. Il existe aussi d'autres barrières, telles que la barrière transplacentaire. Le passage des médicaments de la maman vers le fœtus à travers cette barrière peut être à l'origine d'effets tératogènes. On parlera de cet effet quand on traitera ensemble le chapitre de la pharmacovigilance. Il existe aussi d'autres barrières, telles que la barrière hémato-camérulaire.